La peur s'empara d'elle. Encore une mauvaise nouvelle, bien sûr. Ils en avaient connu tellement ces dernières années, comment pourrait-il en être autrement? Elle se souvenait encore du désespoir glacé qui l'avait saisie à ce moment. Du bout des lèvres, elle demanda « Vous voyez quelque chose ?»« Oui, Sophie. Je vois parfaitement maintenant. Regardez. Ils sont là. »« Quoi? Ils sont ?» s'exclama Philippe. Sophie avait déjà compris. « Philippe, mon amour, nous allons avoir des jumeaux ?» dit-elle de sa voix douce. « Des jumeaux, c'est formidable, » conclut le docteur. Je m'en doutais depuis quelque temps, mais je préférais avoir la confirmation par l'échographie d'aujourd'hui pour vous l'annoncer. En revanche, il faudra attendre pour savoir s'ils sont monozygotes. Là, c'est encore trop tôt. Elle tapota avec douceur la main de la jeune maman. « Il va falloir encore de la patience, ma petite Sophie. » Monozygotes? Cela veut dire qu'ils sont issus du même œuf, ce qu'on appelle de vrais jumeaux. Ils vont se ressembler alors? Une question un peu enfantine, la seule qui soit venue à Philippe. « Mon Dieu !» murmura Sophie. « Montrez-les-moi, docteur. »« Regardez. Ils sont là. Si je ne me trompe pas, ce sont des petits garçons, » précisa Catherine Daou. Elle se concentra à nouveau sur l'écran, déplaçant le curseur. « À ce stade de votre grossesse, celui-là mesure 10 cm et 3 mm. Il est tout petit et déjà vigoureux. Oh, regardez comme il s'agite. » Philippe crut deviner. Promptement, il posa à nouveau son index et il lança « Je le vois !»« Non, Philippe, vous n'y êtes pas. » Le docteur Catherine Daou déplaça la petite flèche qui se promenait sur l'écran. « Voici le premier, là. Le second est juste derrière, il se cache bien, le coquin. J'ai failli le rater. Ils sont minuscules, mais regardez comme ils bougent déjà. Le deuxième remue les pieds, on dirait presque qu'il veut passer devant son frère. Eh bien, je peux vous assurer qu'ils ne manqueront pas de caractère en grandissant. » Malgré sa concentration, Sophie ne percevait rien de cette agitation dans son ventre. Elle le caressa, puis se mit à sangloter, unissant ses larmes à celles de Philippe et de leur médecin. Tous trois partageaient le même bonheur. Chapitre 1. Il est 9 heures, un flash d'information. Une jeune femme assassinée à coups de hache à Boulogne-Billancourt. Assis à l'avant du véhicule, le commissaire divisionnaire Robert Laforge se tient droit, raide, comme dans une volonté de compenser sa petite taille et son buste court. Il tend l'oreille. La voix du journaliste est grave quand il annonce « Exclusivité RTL ». Une jeune femme de 27 ans a été trouvée assassinée à son domicile de la rue Carnot à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, baignant dans son sang. Ce sont les voisins, alertés par des cris, qui ont averti la police. La mort serait due à plusieurs coups de hache, dont l'un fatal, au niveau du crâne. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Tout cela est à peu près exact. Si ce n'est que la réalité est encore pire. La jeune femme que vient de voir le commissaire Laforge a été massacrée et décapitée. Le domicile en question est un 2 pièces, situé au 3e étage, au numéro 20 de la rue Carnot. La jeune femme s'appelle Élodie Favreau. Alertée vers 3 heures du matin par le commissariat central, Laforge avait rejoint son adjoint, le commissaire Étienne Brunet, qui l'avait précédé sur les lieux. La scène de crime était intacte. Rien n'avait été déplacé et personne n'avait touché au corps, conformément aux ordres du divisionnaire. La jeune femme était nue sous un peignoir blanc noirci de sang. Une jambe pâle s'en échappait, laissant apparaître une entaille sur la cuisse. Un autre coup avait été porté sous la poitrine, là où reposait sa main droite. Effectivement, comme l'a dit le journaliste à la radio, le corps baignait dans une mare de sang. Mais ce n'est pas cela qui avait impressionné le commissaire. Il en avait tant vu dans sa longue carrière de flic, rien ne semblait plus pouvoir l'horrifier aujourd'hui. Ce qui l'avait laissé sans voix,
C'était la tête coupée de la jeune femme posée sur la table basse. Elle avait été placée toute droite, soigneusement. Elle penchait à peine, coincée à la base du cou. Un cendrier l'empêchait de basculer. Le visage était orienté en direction de la porte d'entrée. Les longs cheveux bruns ensanglantés avaient été ramenés sur son visage, comme si on avait voulu le cacher. Le commissaire avait été le premier à les écarter du bout des doigts. D'une de ses mains gantées, il avait maintenu la tête, de l'autre, il avait écarté les mèches coagulées avec d'infinies précautions. Alors, il avait découvert le visage d'une jolie jeune femme aux traits fins, aux yeux d'un noir intense. Volontairement, sans aucun doute, son assassin ne les avait pas refermés. L'impression qui se dégageait de cette mise en scène était sans équivoque. Le tueur l'avait placé là comme un trophée. Les gars de la scientifique étaient arrivés vers 7 heures. Tout le monde, les flics qui avaient fouillé l'appartement de la jeune femme et relevé des empreintes déjà parties au labo, avaient alors dû dégager. Mais pas lui. Incapable de se détacher de cette scène de crime atroce, éprouvant un besoin primordial de s'en imprégner. Il était resté assis sur une chaise de paille, un peu à l'écart, comme aux aguets. Autour de lui, la police scientifique continuait de s'affairer dans son balai parfaitement ordonné et silencieux. 2 hommes en combinaison blanche passaient l'appartement au crible, centimètre après centimètre, tandis qu'un autre multipliait les clichés. Ce rituel l'impressionnait à chaque fois, même s'il faisait partie de ces flics qui préféreront toujours se fier à leur intuition qu'à la technologie. La forge était là depuis plus d'1 heure, quand l'un d'eux, qui s'était présenté comme le chef, s'était approché de lui. Il avait ôté ses larges lunettes de protection, puis, d'une voix monotone, comme s'il lisait un simple rapport de police, avait annoncé à la forge qu'il n'avait relevé qu'une seule trace d'empreinte. Probablement celle de la décédée. En revanche, il y a des traces de sang dans le siphon de la baignoire, et nous avons des cheveux qui ne sont pas ceux de la décédée. On aura un ADN, commissaire. La forge n'avait pas aimé ce type, et sa façon de répéter « décédé ». Il s'était contenté de lui demander de continuer à chercher. L'autre, avec une assurance agaçante, avait répondu « On ne trouvera rien de plus, commissaire, on range ». La forge s'apprêtait à lui rentrer dans le lard, mais son portable avait sonné. C'était Étienne Brunet, son adjoint. Il appelait depuis le commissariat tout proche de Boulogne. L'information qu'il avait à lui communiquer était une bombe. La caméra de surveillance placée à l'angle de la rue Carnot et de l'avenue André-Morizet avait saisi l'image d'un homme sortant de l'immeuble à 22h02. La capuche qui lui dissimulait en partie le visage était retombée au moment où il se penchait pour glisser un objet enveloppé dans un tissu taché de sang dans la bouche d'égout, en face du numéro 5 de la rue. Sur l'image, on le voyait la remettre d'un geste vif, en jetant des regards de part et d'autre, vérifiant s'il avait été vu par des passants. Puis, il s'éloignait rapidement, tête baissée. Brunet exultait au téléphone. « Son visage est parfaitement reconnaissable. La bouche d'égout est juste sous un lampadaire. Le type s'est fait choper comme un con. » En quittant les lieux, 2h30 plus tard, précédant dans l'escalier étroit le corps de la jeune victime que l'on emporte jusqu'à l'ambulance, le divisionnaire se dit simplement que cette affaire va être rapidement résolue. Un vrai con, en effet. De toute façon, à ses yeux, les assassins en général ne sont rien d'autre que des imbéciles. Celui-là n'échappe pas à la règle. Après tant d'années de carrière, tant d'enquêtes menées à bien, pas un seul de tous ceux qu'il a pu observer, même les plus coriaces ou les plus futés, n'a eu droit de sa part au moindre respect, à la moindre admiration. Tous se font choper tout simplement parce que ce sont des imbéciles. Malgré tout, il lui tarde d'être face à celui qui s'est acharné sur Élodie Favreau. Il est impatient de voir le visage d'un homme qui a été capable de faire ça, curieux d'entendre ses aveux, impatient aussi de le voir s'effondrer devant l'épreuve. Une maigre compensation. Cette affaire, toute horrible qu'elle soit, n'est déjà presque plus qu'une péripétie.
Dans quelques jours, elle sera oubliée. Un succès de plus à ajouter.